Bonjour à tous, chers amis de la culture francophone. Je m'appelle Amaury. Et moi, c'est Christella. Salut Christella. Salut Amaury. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon de niveau média avancé où, nous pouvons le dire, nous allons présenter un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Pas vrai ? Tout à fait, on va parler d'une initiative du gouvernement qui a été nommée Un fruit pour la récré. La fruit-attitude. Donc c'est un peu difficile à comprendre, on va expliquer tout ça bien sûr. Alors la fruit-attitude, quand est-ce qu'elle va avoir lieu ? Pendant la récré, tout simplement, parce que c'est un fruit pour la récré. Ouais. Et la récré, c'est l'abréviation de récréation, la pause que les enfants ont quand ils sont à l'école. Et donc il se déroule entre les cours, et il y en a 2 par jour, une durant la matinée et une durant l'après-midi. Voilà. Comme c'est un podcast de niveau média avancé, on va d'abord citer nos sources. Alors pour vous présenter ce sujet qui nous tient à cœur, aujourd'hui on a choisi non pas un article, mais 3 articles qui viennent de différentes sources. Alors le premier nous vient du Parisien, qui est un quotidien régional français. C'est le premier quotidien en termes de vente sur la région de Paris-Île-de-France. La deuxième source, c'est Le Monde, qui est également un quotidien français, mais celui-ci est national, et sa spécificité est que c'est un quotidien du soir. En fait, il paraît l'après-midi, et pas le matin, comme la majeure partie des quotidiens. Juste pour le situer, c'est un quotidien plutôt de centre-gauche. Et la toute dernière source, c'est un article qui nous provient du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Voilà, puisque, comme tu l'as dit, c'est une initiative du gouvernement. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec les décrets, les lois, les projets du gouvernement. Moi non plus. Il est intéressant ici de souligner que cette initiative-ci est particulièrement digne d'intérêt. Donc, un fruit pour la récré. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit, comme on l'a dit, d'une initiative lancée par le gouvernement et le but de cette initiative est de permettre de réduire l'obésité et le surpoids chez les enfants en France et surtout de les sensibiliser, en fait, au goût des fruits. Voilà, quelque chose qui s'est perdu. Quelque chose qui s'est vraiment perdu. On voit dans l'article du Parisien que les enfants de nos jours mangent 4 fois moins de fruits, consomment 4 fois moins de fruits que leurs grands-parents. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et puis, les enfants, ils préfèrent les carrés de chocolat, les chips, les... Mais moi, j'étais comme ça aussi, Tout à fait. Mais j'aurais aimé qu'on me pousse un peu plus parce que maintenant, je réalise que les fruits et les légumes sont bien plus bénéfiques pour ma santé. Et puis, en général, c'est quand on est petit qu'on commence à vraiment prendre des habitudes. Des mauvaises habitudes aussi. C'est plus facile, en fait, de s'habituer en tant qu'enfant à manger plus de fruits et de légumes que une fois qu'on est adulte, quand on a par exemple 35 ans, qu'on a mangé beaucoup de fast-food tout au long de sa vie, et là que tout d'un coup il faut se mettre aux épinards, aux pommes et aux bananes, ça fait un changement assez radical. Tout à fait. Alors, les articles provenant des 2 quotidiens nous parlent de la visite de 2 ministres du gouvernement dans une école. Alors, il y a eu Michel Barnier, le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, qui était accompagné du ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, pour promouvoir cette initiative. Cette initiative tombe vraiment à pic, étant donné que si on regarde les chiffres qui nous sont donnés par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques en France, en 2003, 9,8% des hommes en France métropolitaine et 10,2% des femmes sont obèses. Donc c'est quand même assez alarmant. Et une enquête nationale qui a été menée en 2003 montre que 19% des enfants français sont touchés par l'obésité ou le surpoids. Ah ouais, c'est en nette augmentation. Et ça n'a que des côtés néfastes. Tout à fait. Alors, les 2 ministres ont décidé de faire quelque chose. Bien. De distribuer gratuitement un fruit par enfant par jour dans les écoles. Bon, alors maintenant, j'espère qu'ils vont pas jouer avec. Oui, ils joueront avec, mais peut-être qu'après, ils les mangeront. Ils les mangeront quand même. Ou ils les échangeront. Il y en aura qui préféreront les bananes, d'autres qui préféreront les pommes, d'autres qui préféreront les pêches. Ou bien ils échangeront 3 fruits contre un chocolat. Amaury, ils sont pas tous comme toi. Alors. On peut vraiment saluer cette initiative du gouvernement, cette idée. Ça peut faire penser, comme il est dit dans l'article du Monde, au verre de lait, qui était une idée de Pierre Mendès France en 1954. Pierre Mendès France qui était à l'époque président du Conseil. Qui était l'équivalent du président de la République à l'époque. Et en fait, pour lutter contre l'alcoolisme et la dénutrition, il avait proposé de distribuer cette boisson à tous les écoliers. Donc à cette époque-là, Christella, c'est vrai qu'on sortait de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des problèmes de malnutrition qui étaient liés aussi au baby-boom de l'après-guerre. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de naissances qui ont eu lieu dans les 10 ans qui ont suivi la fin de la guerre. Et évidemment, c'était pas une période où le pays était riche. C'était pas une période très faste, non ? Non. Et donc, il y avait des problèmes de malnutrition. Et lui, il avait eu cette idée, c'est vrai, qui est comparable, de donner un verre de lait
manger par jour à chaque élève dans les écoles. Donc évidemment ici, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette initiative. Cette initiative qui sera d'ailleurs appliquée en tout premier lieu dans les quartiers les plus défavorisés, puisqu'elle sera appliquée dans les écoles qui sont situées dans des zones d'éducation prioritaire. Mais oui, puisque cette chute de la consommation des légumes et des fruits concerne davantage les milieux modestes que les milieux aisés. Oui, et peut-être parce que les parents ne sont pas non plus très sensibilisés au problème, mais aussi, sans doute, parce que certains supermarchés proposent des carrés de chocolat, des barres de chocolat à des prix beaucoup moins élevés que les prix des fruits. C'est ça le problème aussi, c'est que maintenant, on peut avoir des sucreries à des prix qui défient toute concurrence. Oui, et qui sont évidemment moins chers qu'un fruit de qualité. Voilà, donc un parent qui a un budget modeste, quand il va faire les courses pour son enfant, il se dit bon, j'aimerais bien que mon enfant ait un petit goûter pour 10 heures. Plaisir, pour c'est normal. Heures. Exactement. Et donc la barre de chocolat est moins chère, donc une barre de chocolat, en plus je suis sûre qu'il sera content. Ouais. Donc c'est tout à fait compréhensible. Donc c'est vraiment une bonne idée que de vouloir diriger en premier lieu cette opération vers les milieux les plus défavorisés en France. Bon alors là, Christella, on fait des leçons, on dit à tout le monde manger des fruits, manger des légumes. Est-ce qu'on est le meilleur exemple? Je te demande à toi, tiens. Alors moi, mes parents sont un très bon exemple, puisque quand j'étais petite, je n'avais pas le droit de manger des sucreries. Ah bon? Non. Ils étaient stricts? Oui, assez strict. C'était seulement pour Noël, bien, où on faisait la fête. Alors là, chocolat, bonbon. Mais en général, c'était pour le goûter. Ils voulaient vraiment qu'on mange des fruits. Donc c'était vraiment ça. Juste après, j'ai commencé à aller au collège, avoir un petit peu d'argent de poche. Et là, moi qui n'avais pas droit aux bonbons pendant toute mon enfance, tu t'es lâchée. Voilà, je me suis lâchée. J'en ai acheté beaucoup, mais j'ai toujours eu cette habitude de manger des fruits. Et quand je ne mange pas pendant un certain temps, ça manque. Je me dis j'ai envie d'une pomme, j'ai envie d'un fruit. Évidemment, il est normal à un moment d'être tenté par l'interdit, mais par contre, je suis persuadé... Surtout à l'adolescence. Par contre, quand tu as une éducation comme celle que tu viens d'expliquer, je suis sûr qu'elle t'accompagne tout au long de ta vie. Oui. Et que comme tu le dis, tu auras besoin de manger des fruits à un moment ou à un autre, parce que ton organisme a été habitué. T'as une espèce de culture alimentaire qui est ancrée en toi. Tout à fait. Et aussi, je pense vraiment que c'est quand on est enfant qu'on développe les différents goûts, ce qui est le sucré, le salé, l'amer, l'acide. Et quand on est petit, un enfant qui est petit et qui a toujours été habitué à manger du chocolat ou des bonbons pensera que ce qui est sucré, ça doit avoir ce niveau de sucre-là. Et il pensera sans doute, après avoir mangé autant de bonbons et de chocolat, que quand il mange une pomme, ça a pas de goût. Ouais. Ça n'a pas de sucre. Alors qu'un enfant qui a été habitué à manger des fruits et qui, par exemple, à l'âge de 12 ans, commencera à manger des bonbons, il trouvera c'est vraiment très sucré. Ouais. Je pense qu'il est question de commencer très tôt et d'éduquer les enfants à ce qu'est le sucré, à ce qu'est le trop sucré, à ce qu'est le nutritif, le trop nutritif, le pas assez nutritif. Là, tout ce qu'on fait, c'est suivre la position de tous les dentistes, de tous les médecins. On est en train de dire exactement la même chose. En tout cas, mon dentiste, mon médecin continuait à me dire « Amaury, mange des fruits, mange des légumes. » Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais il y a toujours un décalage entre « je sais que mon dentiste a raison » et « bon, je vais vraiment le faire ». Mais en tout cas, chers auditeurs, Christella en est la preuve vivante. Elle a une dentition parfaite et elle est loin de souffrir de problèmes d'obésité. Merci. Je me sens toute gênée là maintenant. Mais en tout cas, on espère que le message est passé. Que le message est passé, que vous aussi vous avez pu vous faire votre propre avis sur cette initiative du gouvernement français. Oui, et que la prochaine fois que vous aurez l'opportunité d'acheter un fruit ou bien une barre de chocolat, la prochaine fois que vous aurez le choix, que vous ferez le bon choix. Ouais. D'autant plus si c'est pour un enfant. Surtout si c'est pour un enfant, oui. Il paraît même d'ailleurs que ce projet va être étendu aux centres aérés et aux centres de loisirs. D'accord. Donc ce sera pas seulement dans les écoles, si vraiment le projet se révèle être efficace. Donc pendant les périodes de vacances aussi, ou le mercredi après-midi quand ils vont jouer avec leurs petits camarades. Voilà. Donc vraiment, on ne peut que saluer cette initiative du gouvernement. Et vous dire à très bientôt. N'oublions pas quand même frenchpod.com où vous pouvez venir laisser vos commentaires, tout type de suggestions. Et surtout, si vous voulez obtenir les liens vers les différents articles, les différentes sources qu'on a utilisées pour ce podcast. Sur la page de discussion qui se trouve sur frenchpod.com. Sur ce, on vous dit à bientôt. À très bientôt, merci à tous. Salut tout le monde. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Kid. Le bambin. To point to. Pointer. Malnutrition. La dénutrition. Snack.
La collation. Underconsumption. La sous-consommation. Awareness. La sensibilisation. Twinning. Le jumelage. Day camp. Le centre aéré. Decision making. Décisionnel. Educational priority zone. La zone d'éducation prioritaire. ZEP. Now, a bit faster. Underconsumption. La sous-consommation. Educational priority zone. La zone d'éducation prioritaire. ZEP. Decision making. Décisionnel. Educational priority zone. La zone d'éducation prioritaire. ZEP. Twinning. Le jumelage. Decision making. Décisionnel. Malnutrition. La dénutrition. Day camp. Le centre aéré. Awareness. La sensibilisation. Underconsumption. La sous-consommation. Educational priority zone. La zone d'éducation prioritaire. ZEP. Snack. La collation. Kid. Le bambin. Malnutrition. La dénutrition. Underconsumption. La sous-consommation. Educational priority zone. La zone d'éducation prioritaire. ZEP. 2.2. Pointé. Kid. Le bambin. 2.2. Pointé. Day camp. Le centre aéré. Now, use the words in context. Le bambin. They are four adorable kids filled with dreams. Ce sont 4 adorables bambins remplis de rêves. Pointé. The school's principal points to an increasing way in which violence has become a normal part of the student's everyday life. Le directeur de l'école pointe une banalisation grandissante de la violence entre les élèves. La dénutrition. Malnutrition hits younger children the hardest. La dénutrition frappe plus durement les enfants en bas âge. La collation. She saw a nutritionist to find out what kind of snacks to give to her children. Pour savoir quel type de collation donner à ses enfants, elle a consulté un nutritionniste. La sous-consommation. The underconsumption of milk products can lead to calcium deficiencies. La sous-consommation de produits laitiers peut entraîner des carences en calcium. La sensibilisation. The government decided to organize an awareness campaign about the problems of road safety. Le gouvernement a décidé d'organiser des campagnes de sensibilisation aux problèmes de sécurité routière. Le jumelage. The goal behind twinning these two cities is to increase the possibilities of interaction between them. Le but de ce jumelage est de démultiplier les possibilités d'interaction entre les deux villes. Le centre aéré. The children's favorite day of the week is by far Wednesday, which they spend at day camp. Le jour de la semaine que les enfants préfèrent est de loin le mercredi, qu'ils passent au centre aéré. Décisionnel. Does the parliament really have a role to play in a system where the decision-making power is entirely in the hands of the head of state? Dans un régime où le pouvoir décisionnel est entièrement aux mains du chef d'État, le Parlement a-t-il vraiment un rôle à jouer? La zone d'éducation prioritaire, ZEP. This school, an educational priority zone, has the highest rate of academic failure in the region. Cette école, classée en zone d'éducation prioritaire, a le taux d'échec scolaire le plus élevé de la région. Le bambin. They are four adorable kids filled with dreams. Ce sont 4 adorables bambins remplis de rêves. Pointé. The school's principal points to an increasing way in which violence has become a normal part of the student's everyday life. Le directeur de l'école pointe une banalisation grandissante de la violence entre les élèves.
La sensibilisation. The government decided to organize an awareness campaign about the problems of road safety. Le gouvernement a décidé d'organiser des campagnes de sensibilisation aux problèmes de sécurité routière. Le centre aéré. The children's favorite day of the week is by far Wednesday, which they spend at day camp. Le jour de la semaine que les enfants préfèrent est de loin le mercredi, qu'ils passent au centre aéré. Décisionnel. Does the parliament really have a role to play in a system where the decision-making power is entirely in the hands of the head of state? Dans un régime où le pouvoir décisionnel est entièrement aux mains du chef d'État, le Parlement a-t-il vraiment un rôle à jouer ? Bonjour à tous et bienvenue à French Pod. Salut Christella. Salut Amaury, comment ça va ? Très bien, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, puisque nous avons une nouvelle leçon avancée. Qui va parler de l'invention du 7e art. Voilà, aujourd'hui nous nous intéressons à l'origine du cinéma. Donc, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais en tout cas pour moi, le cinéma est quelque chose que j'adore. Moi de même, c'est vraiment une forme d'art que j'apprécie beaucoup. Chaque fois que je dois me rendre, que je sais pas que je dois me rendre au cinéma, c'est quoi que chaque fois que je vais au cinéma, je suis vraiment toujours très heureux. Comme je peux être très malheureux et très triste quand je sors du cinéma et que j'ai vu un mauvais film. Oui, moi aussi. Je suis vraiment pas content. Moi de même, à chaque fois que je me rends au cinéma, je suis vraiment très contente. En général, c'est pour aller voir un film dont j'ai déjà entendu parler à l'avance. Donc tu te renseignes ou bien tu as tes petites informations avant d'y aller? J'aime bien me renseigner sur un film ou sur l'intrigue d'un film avant de me rendre au cinéma. Ouais. Et pour tous ceux qui habitent à Paris ou qui vont se rendre à Paris, en général, j'achète dans les marchands de journaux l'officiel des spectacles. On peut aussi se procurer le Pariscope. Ça, ce sont des hebdomadaires qui sont consacrés vraiment à toute l'activité artistique et culturelle sur Paris. Et évidemment, ils parlent des films sortis, des films qui sont à l'affiche. Ces petits livrets sont disponibles chez le marchand de journaux, ils coûtent vraiment pas cher, 30 centimes, 40 centimes d'euros. Et tous les films qui sont à l'affiche sont décrits, répertoriés par catégorie. Et aussi, il est indiqué dans quelle salle on peut aller les voir, dans quel arrondissement de Paris. Donc c'est vraiment très pratique. J'utilise l'officiel des spectacles pour savoir quel film je vais aller voir et s'il y a des chances que je sois déçu ou non. Pour tous les amoureux de cinéma en France aussi, il y a deux grandes revues, ce sont des mensuels. Il y a le magazine Studio et le magazine Première, deux mensuels consacrés totalement au cinéma où ils donnent des critiques concernant les films, les nouvelles sorties, les acteurs, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Mais ici, nous allons nous intéresser à l'origine du cinéma. Donc les tout débuts. Voilà, sa création. Eh ben, si on commençait, parce qu'on est tellement à fond dans le sujet, Amaury, on n'a même pas écouté le dialogue encore. C'est vrai qu'on ferait peut-être bien de passer au dialogue maintenant. On l'écoute ? C'est parti. Il n'y a pas de mal à être un peu chauvin. Mais de là à dire que le cinéma est une invention française... Attends, tu vas réfuter le fait que les frères Lumière furent à l'origine du 7e art, peut-être ? Écoute, tu es d'accord avec moi pour dire que le cinéma naquit au cours de la seconde moitié du 19e siècle avec le développement de la photographie. Je peux difficilement dire le contraire. Eh bien, je veux juste te signaler que de nombreuses personnes s'intéressèrent avant les frères Lumière à cette évolution, notamment le fameux Thomas Edison aux États-Unis, et qu'en outre, ces personnes avaient déjà innové dans le domaine de l'image animée. Ok, je ne contredis pas tes propos, mais quand même. Ce sont les frères Lumière qui furent les concepteurs du cinématographe en 1895. Cette année fut cruciale dans l'histoire du cinéma, et correspond à mon avis à l'avènement du 7e art. Tu crois ? Sans aucun doute. Le 13 février, ils déposèrent le brevet pour leur nouvel appareil, le cinématographe. Le 19 mars, ils tournèrent leur premier film, et le 28 décembre, ils réalisèrent la première projection publique et payante. En tout cas, depuis sa création, le cinéma a connu un développement fulgurant. Aujourd'hui, les petites sociétés de cinéma créées au début du XXe siècle sont devenues de grandes sociétés de production et de distribution qui ont donné jour à des films ayant eu un succès retentissant dans le monde entier. On est au moins d'accord là-dessus. Cela fait maintenant plus de 100 ans que le cinéma fait rêver petits et grands. Nous avons donc assisté à un petit contentieux entre nos deux personnages. Et le premier personnage pense qu'il n'y a rien de mal à être chauvin. Alors ça c'est un truc bien français, hein. Le chauvinisme.
Bon, moi étant à moitié belge en plus, je peux caractériser les Français, mais même ils ont cette réputation un peu, les Français sont un peu chauvins. C'est incroyable, dès qu'il y a quelque chose de bien qui est sorti, ils ont l'impression que c'est français. Certains vraiment, quand tu les entends parler, quand c'est bien, c'est toujours français. Ah bien sûr, alors tout, hein. Alors le cinéma, la mode, la gastronomie. Voilà, par exemple la gastronomie, en dehors de la gastronomie française, il n'y a rien d'autre. La nourriture africaine, indienne, asiatique. Non, le mieux, c'est tout ce qui est français. Ou à la limite, ouais, non, c'est pas mal, mais non, c'est quand même mieux quand c'est français. Même, hein. Ouais. Donc alors chauvin, ça veut dire patriotique, très fier de son pays, très fier de tout ce qui vient de son pays. Ça peut être la culture, ça peut être l'histoire, ça peut être les personnages politiques. C'est ça, comme ici. Donc il défend le fait que le cinéma est une invention française, alors que ce n'est pas exactement le cas. Donc chacun a ses arguments et le jeune homme accuse la jeune femme de vouloir réfuter le fait que les frères Lumière sont à l'origine du 7e art. Réfuter, donc c'est un verbe qui veut dire démontrer que quelque chose est faux, dire que quelque chose est faux, affirmer que quelque chose est faux. Et là ensuite, pour la première fois dans la conversation, on voit apparaître le terme 7e art. C'est une autre façon de qualifier le cinéma. Il y a aussi d'ailleurs d'autres manières de dire cinéma en français. Alors, en langage familier, on aime bien dire ciné. Ouais. Je suis allée au ciné cet après-midi. Ou encore, dans un langage encore un peu plus familier, on peut dire aller au cinoche. On se fait un cinoche, Amaury ? Pourquoi pas, Christelle? Ce week-end, ok. Mais par contre, on ne dira jamais on va au 7e art ce week-end. Le mot 7e art est plutôt utilisé dans des contextes soutenus, notamment des articles de journaux, ou des revues spécialisées, ou à la télévision, dans des documentaires. Alors un peu plus loin, nos deux personnages sont d'accord pour la toute première fois dans le dialogue pour dire que le cinéma naquit au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Oui, puisqu'un des deux dit « je peux difficilement dire le contraire », qui est une autre manière de dire « je ne peux pas dire le contraire ». Donc comme tu viens de le préciser, je suis d'accord. Voilà. Et on a aussi quelque chose de très intéressant ici, c'est le verbe « naquit ». Tout à fait. On retrouve notre cher ami le passé simple. Ouais. Et ici, c'est le passé simple du verbe naître. À la 3e personne du singulier, il naquit. Donc le cinéma, le 7e art, naquit. Donc il est né, il a vu le jour, il naquit. À la fin du 19e siècle. Voilà aussi pourquoi on l'utilise ici, puisque c'est un temps vraiment révolu, c'est dans le passé. Voilà, alors on a un très beau dialogue aujourd'hui avec non seulement du passé simple, mais aussi d'autres formules soutenues, comme en outre. Oui, pour dire que, à part les frères Lumière, là, qui ont apporté une énorme contribution à la création du cinéma, Thomas Edison et d'autres personnes avaient en outre déjà innové dans le domaine de l'image animée. En outre, qui est de plus par ailleurs. Thomas Edison et d'autres avaient par ailleurs déjà innové dans le domaine de l'image animée. Donc ça c'est vrai, il ne peut pas contredire les propos de cette jeune fille. Il ne peut pas contredire ce qu'elle dit, ses propos, ses dires, ses paroles. Mais le garçon veut quand même insister sur le fait que les frères Lumière ont été les concepteurs du cinématographe en 1895. D'ailleurs, le mot cinéma vient du mot cinématographe. Tout à fait. Cet appareil qui est encore utilisé de nos jours pour les projections cinématographiques. Même si le cinématographe a largement évolué. Et donc 1895 est une année cruciale puisque c'est cette année-là que le brevet a été déposé par les frères Lumière pour le fameux cinématographe. Ils ont réalisé leur premier film et c'était la première projection également. Donc, ils la décrivent ici dans le texte comme l'avènement du cinéma. L'avènement du 7e art. Voilà, un très beau mot, le mot avènement, je trouve, qui veut dire en fait l'arrivée, la venue, un peu la naissance. Voilà, la naissance officielle, tant attendue, l'avènement. Et alors quand on parle de tous les événements qui ont eu donc cette année-là, dans le dialogue on retrouve à nouveau notre cher ami le passé simple. Youpi! Alors on a les verbes déposer, tourner, réaliser. Un peu plus on avait s'intéresser. Tous au passé simple, à la 3e personne du pluriel, ils. Ils déposèrent, ils tournèrent, ils réalisèrent. Donc en fait, cette forme de passé simple est à chaque fois utilisée pour les verbes réguliers qui terminent en ER, comme manger, taper, se reposer. Si on les met au passé simple, à la 3e personne du pluriel, il ou elle, elles se reposèrent, elles mangèrent, ils tapèrent. Ouais, c'est un petit tuyau pour vous aider à maîtriser le passé simple. Voilà, la 3e personne du pluriel ici, avec les verbes réguliers en ER, c'est la forme qu'on retrouve dans le dialogue d'aujourd'hui. Voilà.
Alors à la fin du dialogue, pour parler de l'évolution du cinéma, de l'évolution que le cinéma a connue au cours du XXe siècle, on parle d'un développement fulgurant. Car c'est vrai qu'il a connu un développement très rapide et intense. Ouais, vraiment très étonnant, vraiment très impressionnant. Et je vais te le dire, c'est que quand ils ont fait leur première projection, là, les Frères Lumière, il y a eu 33 personnes. Et durant les projections qui ont suivi, les salles étaient remplies en permanence. Et elles se sont développées, ils ont commencé à en construire un peu partout en Europe, en France. Ça s'est développé de manière très rapide. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier même. Et justement, les petites sociétés de cinéma se sont développées, ont grandi, sont devenues de grandes sociétés de production, de distribution. Et elles ont donné jour, elles ont produit, elles ont créé des films qui ont eu un succès retentissant dans le monde entier. Donc retentissant qui vient du verbe retentir, qui au départ veut dire faire du bruit, chose qui retentit. Ici, c'est un autre sens, c'est pas vraiment un sens bruyant, c'est le sens de remarquable. Un succès foudroyant. Triomphal. Voilà. Par exemple, pour décrire des films qui ont un succès retentissant, on peut penser au film Titanic ou La Guerre des Étoiles. Vu le nombre d'entrées qu'ils font. Voilà, ou Le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Autant en emporte le vent. Oui, un petit film français peut-être. Taxi, par exemple, le film français, ou Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Oui. Et donc ce fameux cinéma qui fut créé à la fin du 19e siècle, depuis lors, fascine toutes les générations. Oui, petits et grands. Adultes et enfants. Voilà, Christella et moi. Bah justement, en parlant de quelque chose que les adultes et les enfants apprécient, on va réécouter le dialogue. C'est parti. Il n'y a pas de mal à être un peu chauvin. Mais de là à dire que le cinéma est une invention française... Attends, tu vas réfuter le fait que les Frères Lumière furent à l'origine du 7e art, peut-être? Écoute, tu es d'accord avec moi pour dire que le cinéma naquit au cours de la seconde moitié du 19e siècle avec le développement de la photographie. Je peux difficilement dire le contraire. Eh bien, je veux juste te signaler que de nombreuses personnes s'intéressèrent avant les Frères Lumière à cette évolution, notamment le fameux Thomas Edison aux États-Unis, et qu'en outre, ces personnes avaient déjà innové dans le domaine de l'image animée. Ok, je ne contredis pas tes propos, mais quand même. Ce sont les Frères Lumière qui furent les concepteurs du cinématographe en 1895. Cette année fut cruciale dans l'histoire du cinéma, et correspond à mon avis à l'avènement du 7e art. Tu crois ? Sans aucun doute. Le 13 février, ils déposèrent le brevet pour leur nouvel appareil, le cinématographe. Le 19 mars, ils tournèrent leur premier film, et le 28 décembre, ils réalisèrent la première projection publique et payante. En tout cas, depuis sa création, le cinéma a connu un développement fulgurant. Aujourd'hui, les petites sociétés de cinéma créées au début du XXe siècle sont devenues de grandes sociétés de production et de distribution qui ont donné jour à des films ayant eu un succès retentissant dans le monde entier. On est au moins d'accord là-dessus. Cela fait maintenant plus de 100 ans que le cinéma fait rêver petits et grands. Donc j'aimerais revenir sur la petite polémique qui était soulevée dans le dialogue. Est-ce que le cinéma est vraiment une invention française ? C'est vrai que certains Français considèrent que la naissance du cinéma correspond aux premières projections des Frères Lumière et la création de leur cinématographe. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui s'intéressaient déjà. Mais dans le monde, il y avait d'autres personnes, comme on a cité ici dans le dialogue Thomas Edison aux États-Unis, qui s'intéressaient déjà aux images animées et qui, plus ou moins en même temps, ont produit des machines avec lesquelles il était possible de faire des projections. Ce qui est vrai, c'est que celle des Frères Lumière était la plus efficace et celle qui a été utilisée par la suite. Donc c'est un peu normal que certaines personnes revendiquent que ce sont les Frères Lumière qui sont les créateurs, les inventeurs, mais il est vrai aussi que on peut attribuer cette invention à Thomas Edison. Ce sont plusieurs personnes qui ont conjugué leurs efforts à différents endroits au même moment en fait. Tout s'est passé vraiment à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. C'est là qu'ont eu lieu les premières projections, les premières sociétés sont nées. Oui, donc en 1895, l'année où la société Gaumont a été fondée. Toujours la même année, ouais. Voilà, 1896, la société Pathé a été fondée. Qui est une autre société française de distribution et de production de films. Et puis ensuite, il y a eu des sociétés américaines de distribution et de production de cinéma. Universal Studios, qui a été fondée en 1909. Et puis est venue la Metro-Goldwyn-Mayer, plus tard en 1915. Et ensuite, un peu plus tard, la Warner, en 1923, à qui on doit le premier film parlant, qui est sorti en 1927. D'accord, qui est arrivé un peu plus tard. On voit cette évolution du cinéma, donc et après ensuite encore la couleur est arrivée. Et puis le résultat, vous le connaissez,
c'est qu'aujourd'hui ce sont devenus de très grandes sociétés qui ont beaucoup d'influence dans le milieu du cinéma. Et justement, certaines personnes considèrent que le cinéma aujourd'hui est devenu une industrie. Et ils trouvent que le côté artistique du cinéma se perd de plus en plus. Alors quel est ton point de vue, Amaury ? Moi, je fais plutôt partie des gens qui ne considèrent pas le cinéma comme une industrie, mais plutôt comme une forme d'art. Je préfère quand le cinéma fait réfléchir, qu'il y ait une beauté, que ce soit une représentation artistique. C'est comme ça que je le perçois, plutôt que comme un divertissement pour les foules, un objet de consommation. Dont le seul but est de générer du profit. Voilà, du profit, de l'argent, qui aurait perdu un peu son âme. Moi, je trouve qu'il faut que le cinéma dise quelque chose. Mais bon, après, c'est mon opinion. Mais à mon avis, c'est vraiment une forme d'art, parce que c'est magnifique quand on a la chance d'assister à un très beau film. Ça touche les sentiments, je trouve, vraiment. Moi, de même, je considère vraiment le cinéma comme une forme d'art. Je trouve qu'il est essentiel d'avoir une intrigue intéressante, un point de vue intéressant ou de faire passer un message intéressant, d'avoir des acteurs qui savent vraiment jouer la comédie, parce que ça aussi, c'est un art, ça vient bien de l'art théâtral. Et aussi, de même, avoir un réalisateur qui utilise des effets de caméra. Et vraiment, je trouve que ça se sent quand un film est uniquement produit pour générer des bénéfices, et la qualité du film de même s'en ressent. Ouais. Une autre preuve pour moi que c'est un art, c'est que quand on va dans une salle de cinéma et qu'on assiste à la projection d'un film, c'est complètement différent de la vision d'un film chez soi, devant sa télé, que ce soit sur DVD ou même sur Internet, où on ne ressent pas les mêmes choses. Regarder un film au cinéma, faire l'effort d'y aller, se retrouver dans cette salle, comme je l'ai dit, c'est comme une représentation. Avec un écran immense. Ouais, c'est complètement différent que simplement regarder chez soi. Devant son écran d'ordinateur. Ouais. Un film piraté. En tout cas, on espère que vous aussi, vous avez votre propre opinion sur le sujet, qu'aujourd'hui vous avez appris beaucoup de vocabulaire pour pouvoir donner votre opinion en français sur le sujet, et notamment pour venir laisser des commentaires sur la page qui est créée pour cette leçon sur frenchpod.com. Voilà, sur ce, merci beaucoup et on vous dit à bientôt. Pour la prochaine leçon avancée. Au revoir. Salut! The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Chauvinistic. Chauvin. To refute. Réfuter. Lumiere Brothers. Les frères Lumière. Cinematography. Le 7e art. Moving image. L'image animée. Cinematograph. Le cinématographe. Critical. Crucial. Dawn. L'avènement. Patent. Le brevet. To shoot. Tourner. Screening. La projection. Dazzling. Fulgurant. Sensational success. Le succès retentissant. Young and old alike. Petits et grands. Now, a bit faster. Cinematography. Le 7e art. Cinematograph. Le cinématographe. Chauvinistic. Chauvin. Moving image. L'image animée. Cinematography. Le 7e art. Dawn. L'avènement. Lumiere Brothers. Les frères Lumière. Young and old alike. Petits et grands. To refute. Réfuter. Dawn. L'avènement. To shoot. Tourner. Dazzling. Fulgurant. To refute. Réfuter. Cinematography. Le 7e art. Screening. La projection.
young and old alike. Petits et grands. Patent, Le brevet. dazzling. Fulgurant. Patent, Le brevet. critical. Crucial. To shoot. Tourner. Lumiere Brothers. Les frères Lumière. Patent, Le brevet. dazzling. Fulgurant. Cinematograph. Le cinématographe. Chauvinistic. Chauvin. Screening. La projection. Cinematograph. Le cinématographe. Chauvinistic. Chauvin. Now, use the words in context. Chauvin. In times of war, some people tend to be more patriotic than usual. En temps de guerre, certaines personnes ont tendance à se montrer bien plus chauvines qu'à l'accoutumée. Le 7e art. According to Hegel's classification, the 6 arts are architecture, sculpture, painting, music, dance, and poetry. Cinema is considered the 7th art. Selon le classement d'Hegel, les 6 arts sont l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la danse et la poésie. Le cinéma est considéré comme étant le 7e art. Réfuter. These scientists think they have made a discovery that will allow us to disprove the theory of evolution. Ces scientifiques pensent avoir fait une découverte qui permettrait de réfuter la théorie de l'évolution. Crucial. What's at stake in this match is crucial for this team. Indeed, if it wins this match, this team will make it to the quarterfinals. L'enjeu de ce match est crucial pour cette équipe, car, en effet, si elle remporte ce match, elle pourra aller en quart de finale. L'avènement. 1927 marks the end of silent film and the dawn of sound film with the release of The Jazz Singer. « 1927 marque la fin du cinéma muet et l'avènement du cinéma parlant avec la sortie du film Le chanteur de jazz. Le brevet. In France, to become the owner of a patent, you must file an application for a patent with the French National Intellectual Property Institute, the INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. En France, pour devenir propriétaire d'un brevet, il faut effectuer un dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Crucial. What's at stake in this match is crucial for this team. Indeed, if it wins this match, this team will make it to the quarterfinals. L'enjeu de ce match est crucial pour cette équipe, car, en effet, si elle remporte ce match, elle pourra aller en quart de finale. L'avènement. 1927 marks the end of silent film and the dawn of sound film with the release of The Jazz Singer. « 1927 marque la fin du cinéma muet et l'avènement du cinéma parlant avec la sortie du film Le chanteur de jazz. Le brevet. In France, to become the owner of a patent, you must file an application for a patent with the French National Intellectual Property Institute, the INPI, Institut National de la Propriété Industrielle. En France, pour devenir propriétaire d'un brevet, il faut effectuer un dépôt à l'Institut national de la propriété industrielle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à French Pod. Salut tout le monde!
Aujourd'hui, nous avons une leçon média avancée, Christella. Et oui, aujourd'hui on a un sujet très intéressant, la Française des Jeux. On va commencer par expliquer ce qu'est la Française des Jeux. En 2 mots, c'est une entreprise publique française qui a le monopole de tous les jeux de loterie en France. Ah, par exemple, si je veux jouer au loto, Ouais, le ticket que je vais acheter, ça va être un ticket qui vient de la Française des Jeux, c'est ça? exactement. Ce sera la Française des Jeux qui aura émis le ticket. Et si jamais tu gagnes... C'est la Française des Jeux qui va me donner de l'argent? Exactement, ouais. Et donc il y a énormément de jeux différents proposés par la Française des Jeux, mais généralement on peut les classer en 3 grands types. La loterie, tout simplement. Ouais, Donc il y a le loto, Euromillion, le Keno, ce qu'on appelle les jeux de tirage, ouais. et puis il y a les jeux de grattage. Donc là on a un petit ticket. On gratte tout simplement, Ouais. et on découvre immédiatement si on a gagné de l'argent ou pas. Et le dernier, ce sont les jeux de pronostic, où là on prévoit un score, on prévoit un résultat, et en fonction, si on a bon, si le résultat est correct, eh bien on touchera l'argent si C'est notre pronostic est bon. D'accord. Donc par exemple, on peut parier sur les matchs de foot, c'est ça? C'est ça, oui. Le jeu il s'appelle le Loto-Foot. Ouais. Pas que je vais vous encourager à jouer, mais je vous précise pour que vous sachiez. D'accord, parce que on va en parler un peu plus tard, mais c'est marrant, moi je jouais Tu joues au Loto-Foot? aux 3 catégories. Moi je faisais et le grattage, et le tirage, et les jeux de pronostic. Ah, tu mettais toutes les chances de ton côté alors? Si on veut, ouais. Tu essayais au moins. Surtout, j'ai mis toutes les chances de perdre de l'argent de mon côté. Alors, c'est une entreprise quand même colossale en France. Et oui, puisque le capital de la Française des Jeux s'élève à 76 milliards d'euros. D'euros, hein, pas de francs. Et oui, d'euros. On donc parle bien en euros, on a changé. Enfin, ça fait un bout de temps, mais parce que le chiffre est tellement énorme. C'est vraiment impressionnant. Et ce capital d'ailleurs est détenu à 72% par l'État. Donc si vous pariez ou vous jouez et que vous perdez, vous savez où votre argent va aller. Bon, trêve de plaisanterie, pourquoi est-ce qu'on parle de la Française des Jeux aujourd'hui? Parce qu'on est tombé sur un article digne d'intérêt qui provient du quotidien Le Monde, dont on a déjà parlé dans une leçon Avance Média précédente. Pour rappel, ce quotidien est un des principaux quotidiens français. Tout à fait. Il est publié en début d'après-midi et non pas le matin, comme les autres. Voilà, et c'est l'un des quotidiens les plus populaires en France. Et politiquement, il se situe au centre. Centre-gauche. Centre-gauche. Et donc cet article, il dit que la justice a donné raison à l'homme qui a accusé la Française des Jeux de tricherie. Monsieur Robert Riblet, qu'est-ce qu'il a fait? Très simple, il a dénoncé le manque d'intégrité des jeux de grattage en France. Donc il a dénoncé les jeux de grattage en particulier. Ouais. Et donc selon les dires de Monsieur Riblet, il semblerait que sur chaque carnet de tickets d'une valeur de 150 €, il y ait environ 50 € de lot gagnant en fait. Ouais. Et donc une fois que les 50 € ont été remportés, il semblerait qu'il n'y ait plus de tickets gagnants dans le reste du carnet. Voilà. Et évidemment, c'est ce qui a déplu à Monsieur Riblet, Qui a dénoncé cette escroquerie quelque part. Donc ce que Monsieur Riblet dénonce, c'est le fait que les jeux de grattage de la Française des Jeux ne sont apparemment pas des jeux de hasard comme ça devrait être le cas. Et c'est pour ça que ça s'appelle ici un procès en diffamation. Puisque évidemment la Française des Jeux, elle a immédiatement réagi et elle a accusé Monsieur Riblet de la diffamer, c'est-à-dire de chercher à lui porter atteinte, à porter atteinte à sa réputation par ses propos. Ouais. Mais la justice a tranché. Il a été relaxé, il a été remis en liberté, les charges contre lui ont été abandonnées. La justice lui a donné raison et lui a accordé le bénéfice de bonne foi. La justice a délibéré et a trouvé que, sans doute, Monsieur Riblet faisait preuve de bonne foi, de sincérité. Donc son but n'était pas forcément de nuire à l'image de la Française des Jeux. Voilà, tout à fait. Il voulait sans doute juste se montrer sincère et tout simplement dénoncer quelque chose qu'il trouvait injuste. Exactement. Et alors quand même, il y a des choses un peu choquantes dans cet article. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais dans le premier paragraphe, quand à un moment on nous dit que la Française des Jeux lui aurait proposé 450 000 €. Pour acheter son silence. Et ouais, c'est incroyable. Donc pour qu'il se taise, pour qu'il ne dénonce pas, pour qu'il ne parle pas de sa trouvaille. Et donc lui ne s'est pas laissé tenter par l'argent. Si cette histoire est vraie, là, si on lui a vraiment proposé 450 000 €. C'est quand même une preuve de bonne foi. Tout à fait. Kamori, je sais que tu aurais accepté. Attends, Christella, 450 000 €. C'est pas rien, hein. Plus la peine de jouer au loto, là. C'est ça pour te faire traîner en justice après. Mais heureusement, il a gagné son procès. Non, mais c'est vrai. En tout cas, que ce soit vrai ou faux, ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont prêts, en fait, lorsqu'ils font ce genre de découverte, à les partager au public de manière tout à fait désintéressée. Ouais. Et comme ça nous permet à nous d'ouvrir les yeux sur certaines réalités et par exemple, sur cette réalité-là, peut-être que les jeux de la Française des Jeux n'ont rien d'aléatoire, c'est-à-dire ne sont pas dus au hasard. Rien d'aléatoire, je sais pas, mais peut-être pas aussi aléatoire que ce qui... Voilà.
que ce qu'ils prétendent. Exactement. Mais il faut bien voir ici dans l'article que ce monsieur Riblet a tout juste été relaxé, donc il a été remis en liberté concernant les accusations que la Française des Jeux avait émises à son encontre par rapport à des propos qu'il avait tenus. Mais sinon, lui-même, rien ne prouve encore concrètement, enfin ça va être très difficile à mon avis de pouvoir le prouver, que ce qu'il avance est vrai. Il n'y a rien qui a été prouvé encore pour l'instant. À mon avis, il y a de grandes chances que rien ne soit prouvé de toute façon dans le futur, parce que je pense qu'il y a beaucoup trop d'acteurs importants en jeu, Ouais. notamment notre cher État français. Donc il y a de grandes chances qu'on ne connaisse jamais l'issue véritable de cette histoire. En tout cas, ça ne change rien. Il y a toujours des millions de joueurs en France. C'est ça. Je pense qu'il y en aura toujours. Ça génère énormément d'argent. Et puis il y a énormément de gens qui sont impliqués, rien que par le nombre de joueurs. Le nombre de buralistes. Enfin, les buralistes, c'est ces gens propriétaires d'un bureau de tabac, donc d'un magasin où au départ on vend des produits dérivés du tabac, mais qui proposent également les jeux de tirage, les jeux de grattage, donc les jeux de la Française des Jeux. Je ne pense pas que la Française des Jeux fera faillite un jour, parce qu'il y aura toujours des joueurs, toujours des passionnés, toujours des gens qui croient au hasard et qui souhaitent que la chance leur tombe dessus, qui espèrent qu'un jour ils gagneront le gros lot. Bien sûr, mais c'est tout à fait normal, ma chère. Alors, ton expérience dans le domaine, Amaury, est-ce que tu as beaucoup joué aux jeux de hasard? Est-ce que tu aimes jouer aux jeux de hasard? Est-ce que... Bon, disons, on peut le dire, j'ai quand même joué, même j'ai joué trop. Tu as trop joué? Ouais, quand même, parce que je me souviens quand j'étais étudiant, sur un budget, on va dire, de 50 € par semaine, Oui. je pouvais dépenser peut-être le quart de tout ce que j'avais pour ma semaine en jouant à des jeux. Et je te dis, moi, je jouais aux 3, les jeux de tirage, les jeux de grattage, les jeux de pronostic. Ah bon, t'as tout fait, quoi. S'il y avait une 4e catégorie, j'aurais joué à la 4e. Bah, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé de jouer à des jeux de grattage. Ouais. Je devais avoir 15 ans. À l'époque, on utilisait des francs. Et c'était un jeu de grattage, c'était le millionnaire, je crois. Et j'avais joué pour 10 francs. Et j'étais toute contente. Je suis arrivée avec mes 10 francs au bureau de tabac. Bonjour, un millionnaire, s'il vous plaît. Ouais. Puis j'ai pris un millionnaire et j'ai vraiment créé un machin. Je me suis dit, ça se trouve, je vais gratter et je vais avoir peut-être 500 francs et je vais être super contente. Et j'ai Riche. gratté, j'ai rien eu. Et je me suis dit, j'ai perdu 10 francs. J'aurais pu acheter des bonbons. Pour être honnête, j'ai rejoué plusieurs fois à ce jeu-là, toujours justement. Ouais. Et j'ai jamais rien gagné. Non, mais jouer une fois de temps en temps, finalement, c'est vrai qu'il n'y a rien de mal. On a le droit de se dire, bon, bah, j'aimerais bien me faciliter la vie. Voilà, peut-être que la chance va me sourire et que je vais tomber sur le gros lot, je ne sais pas. Ouais. En plus, quand on gagne un gros lot, quand on gagne de l'argent, il n'y a pas d'impôt en France. Ah, ça, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Donc voilà, si on gagne 1 million d'euros, il y aura 1 million pour toi. C'est pas imposable. Non. Excellent. Il faut les gagner, quoi. C'est ça, Bon, voilà. c'est ça le problème. Le plus dur, c'est de les gagner, Ouais. quoi. Et donc, comme je disais précédemment, le fait de jouer peut-être de temps en temps n'est pas trop grave. Le problème, c'est qu'il y a vraiment des accros. Il y a des gens qui ont des problèmes. Des problèmes de dépendance au jeu, tout simplement. Exactement, ouais. Et qui n'arrivent plus à s'arrêter, qui risquent d'ailleurs de tout perdre, c'est-à-dire de perdre leur appartement, leur voiture à cause de leur dette de jeu. Et c'est là où ça devient vraiment effrayant, quoi. Ouais. D'ailleurs, lorsqu'on va sur le site internet de la Française des Jeux, il y avait une petite section. Qui s'appelle le jeu responsable, Oui. qui essaie de mettre en garde les joueurs de la Française des Jeux face à cette addiction, face à cette dépendance au jeu, dans laquelle ils risquent de tomber s'ils jouent trop ou s'ils jouent de manière incontrôlée, non maîtrisée. Et il y a quelque chose que j'ai même trouvé très intéressant, c'est qu'il y a même un quiz sur le site justement de la Française des Jeux. Un quiz qui s'appelle « Savez-vous résister à l'envie de jouer ?» Bon, on va dire la vérité, on n'a pas trouvé ce quiz vraiment pertinent. Oui, voilà, c'est juste pour faire une évaluation assez sommaire de votre attitude par rapport au jeu. Ouais. Mais bon, on mettra le lien quand même sur la page de discussion. En tout cas, si vous êtes des accros au jeu, sachez qu'il existe un numéro de téléphone en France. Alors ça, j'étais vraiment surprise de l'apprendre. Un numéro de téléphone pour venir en aide aux joueurs accros. C'est le numéro de téléphone d'une association indépendante qui s'appelle SOS Joueurs. Je dois quand même vous raconter cette anecdote parce que moi je savais qu'il y avait un numéro SOS joueur pour les gens qui ont des problèmes de dépendance par rapport au jeu. Et Christella pensait que c'était parce que j'avais déjà téléphoné. Ce qui n'est pas le cas, Christella. Je le répète. C'est vrai. Promets, Amaury. Je n'étais pas trop accro. Si vous aussi vous avez déjà joué à des jeux de grattage, au loto ou aux jeux de pronostic, n'hésitez pas à venir nous parler de votre expérience sur le site frenchpod.com. Voilà. Et donc si vous êtes comme moi, si vous aimez jouer, eh bien conseil d'amis entre joueurs, jouez modérément. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver sur la page de discussion le lien menant vers l'article du Monde dont on a parlé aujourd'hui. En attendant de lire vos commentaires, on vous dit à bientôt pour la prochaine leçon Médias avancés. Salut! Salut tout le monde.
the French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Libel, slander. La diffamation. Scratch card. Le jeu de grattage. To buy someone's silence. Acheter le silence de quelqu'un. Preparation for a case for trial. L'instruction. Slanderous. Diffamatoire. Good faith. Bonne foi. To discharge. Relaxer. Random. Aléatoire. Tobacconists. Le buraliste. Trick. La faille. Now, a bit faster. To discharge. Relaxer. Random. Aléatoire. Preparation for a case for trial. L'instruction. Tobacconists. Le buraliste. Trick. La faille. To buy someone's silence. Acheter le silence de quelqu'un. Slanderous. Diffamatoire. To discharge. Relaxer. Trick. La faille. To buy someone's silence. Acheter le silence de quelqu'un. Tobacconists. Le buraliste. Slanderous. Diffamatoire. Good faith. Bonne foi. To discharge. Relaxer. Trick. La faille. Preparation for a case for trial. L'instruction. Good faith. Bonne foi. Trick. La faille. Slanderous. Diffamatoire. Scratch card. Le jeu de grattage. Now, use the words in context. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle leçon de niveau avancé. Je m'appelle Christella. Et moi, c'est Amaury. Bonjour à tous. Salut Christella. Aujourd'hui, on a une leçon sur le JT. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez dû vous poser cette question en voyant le titre de la leçon d'aujourd'hui. Alors, le JT, ce sont les initiales du journal télévisé. Cela correspond aux informations qui sont diffusées sur les chaînes télévisées en France. Voilà, on les appelle communément le JT. Oui. Alors, faut savoir qu'en France, il y a 2 heures principales pour le JT. Qui sont 13h et 20h. On les appelle même le journal de 13h ou le JT de 13h et le journal de 20h ou le JT de 20h. Voilà, et même très communément on dit aussi le 20h, tout simplement. Ouais. Donc beaucoup de gens regardent le journal télévisé évidemment pour s'informer. Ça se chiffre en millions de personnes qui regardent ces journaux télévisés, journalièrement, quotidiennement. Alors, comme c'est une institution française, quelque chose que beaucoup de Français regardent, on s'est dit que, en tant qu'étudiant de français de niveau avancé, vous voudriez sans doute, vous aussi, écouter les informations, que ce soit à la télévision ou à la radio. Et on s'est donc dit qu'une leçon, justement, sur le JT pourrait peut-être vous aider à décoder tout ce vocabulaire du journal télévisé. Et nous avons essayé de retranscrire, ici dans cette leçon, un journal télévisé aussi réaliste que possible. En espérant que vous pourrez justement encore plus déduire certains mots de vocabulaire, certaines expressions et encore mieux vous y retrouver. Ouais. Bon, maintenant trêve de bavardage, Christella. Donc c'est parti, on va écouter le dialogue tout de suite. On va écouter le journal télévisé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres de l'actualité. Le bilan provisoire de la vague d'attentats qui a secoué la ville de Bombay, poumon économique de l'ouest de l'Inde, se montrait à environ 400 victimes. Nous allons y revenir dans un instant. L'aéroport international de Bangkok est toujours occupé par des manifestants anti-gouvernementaux.
Le parti au pouvoir en Turquie, l'AKP, est menacé de dissolution pour cause d'activités anti-laïques. La Cour constitutionnelle turque devrait se prononcer sur la question sous peu. Et le Zimbabwe est en ce moment en proie à ce qui semble être une épidémie de choléra. Les attaques coordonnées qui ont lieu en Inde, dans la ville de Mumbai, l'ancienne Bombay, ont été lancées par des terroristes lourdement armés dans 7 endroits différents, dont 2 hôtels de luxe et une gare. Elles auraient fait en tout plus de 400 victimes, une centaine de personnes auraient été tuées et 300 blessées. Une quarantaine de touristes occidentaux seraient toujours retenus en otage dans les 2 hôtels de luxe. Pour avoir plus de précisions sur la situation actuelle, nous allons tout de suite rejoindre notre correspondant, Maxime Dessay, qui est en ce moment même à Mumbai. Maxime, est-ce que vous m'entendez ? Maxime ? Oui, Claire, j'ai un peu de mal à vous entendre. Excusez-nous, mesdames et messieurs, la communication ne semble pas bien passer. Nous allons donc retrouver Maxime dans quelques instants. Ah, Claire, je vous entends très bien maintenant. Ah non, la communication semble être rétablie. Oui, Maxime, vous êtes donc en direct de Mumbai. Alors, quelle est la situation actuelle ? Est-ce qu'on connaît le sort des touristes prisonniers et notamment des ressortissants français ? Eh bien, Claire, comme vous pouvez l'imaginer, la situation est extrêmement confuse pour le moment. La ville est dans une situation de chaos quasi indescriptible. Il est donc très difficile de recueillir des témoignages. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'un dispositif a immédiatement été mis en place par les forces de sécurité indiennes. La brigade antiterroriste et les commandos d'élite ont été déployés d'urgence pour arrêter les assaillants et libérer les otages. Parmi les victimes, il y aurait une dizaine d'étrangers. Aucun Français n'a pour l'instant été recensé par le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'on sait qui sont les commanditaires de ces attaques, Maxime ? Oui, les attaques ont été revendiquées hier soir par leur... Claire, vous m'entendez, Claire ? Allô, Claire ? Mesdames et messieurs, la communication a été perdue. Nous reprendrons donc contact avec notre correspondant dans quelques instants. Le trafic aérien en direction et au départ de la capitale thaïlandaise Bangkok est actuellement suspendu pour cause de manifestations. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons affaire à une leçon très riche aujourd'hui, qui comporte énormément de vocabulaire intéressant. Oui, tout à fait, Amaury, et le débit de parole est aussi assez rapide, comme c'est souvent le cas lorsqu'on regarde les informations. Ouais. L'information centrale de ce journal télévisé concerne donc les attaques terroristes qui ont lieu en Inde, à Bombay, Mumbai. À la fin du mois de novembre, exactement. Bombay, qu'elle décrit comme étant le poumon économique de l'ouest de l'Inde. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire par poumon économique ? Que c'est là que se situe l'activité principale économique dans l'ouest de l'Inde. Et donc qui fait vivre, en quelque sorte, qui est vital à l'ouest de l'Inde, donc le poumon, c'est une métaphore. Ouais. Et donc justement, la présentatrice veut donner un bilan provisoire de cette vague d'attentats. Donc attentat, c'est le mot qu'on utilise en général en français pour parler d'attaques terroristes. Et lorsqu'on a une succession, une série d'attaques de ce type, on parle d'une vague d'attentats. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé à Bombay. Donc vraisemblablement, cette vague d'attentats n'était pas encore terminée au moment où le journal télévisé a lieu, puisque la journaliste donne un bilan provisoire. Voilà, un bilan provisoire de ces attaques, donc c'est-à-dire un bilan qui n'est pas encore définitif, étant donné que les attaques ne sont pas terminées, donc on n'est pas encore sûr des chiffres exacts du nombre de victimes. Donc provisoire, qui veut tout simplement dire pour le moment, pour l'instant. Donc on reviendra avec cette journaliste au sujet principal, mais juste après cela, elle présente les autres titres, dont le blocage de l'aéroport international de Bangkok et la menace de dissolution du parti au pouvoir en Turquie. Exactement, alors dissolution, je pense que vous avez deviné le sens, je tiens juste à préciser que ça vient du verbe dissoudre. Et la raison pour laquelle il est menacé de dissolution est qu'ils auraient pratiqué des activités anti-laïques. Donc on a ici ce mot anti-laïque qui comprend 2 termes. Le premier est le terme anti, qui veut dire contre, et ensuite on a le terme laïque. Donc laïque, ça signifie qu'il n'a de lien avec aucune religion. Oui, et en fait, la Turquie est un État laïque. Il n'y a pas de religion d'État en Turquie. Et donc, pour savoir si cette dissolution va avoir lieu, la Cour constitutionnelle turque va se prononcer sur la question sous peu. Donc elle va prendre une décision sous peu, se prononcer sur la question. Une expression fixe. Mais ça ne s'arrête pas là parce que malheureusement, il y a beaucoup d'informations, de nouvelles qui sont pas très joyeuses. On vous l'a dit, c'est réaliste. Et donc la journaliste parle aussi du fait que le Zimbabwe est en ce moment en proie à ce qui semble être une épidémie de choléra. Donc cette expression, être en proie à... Eh oui, le Zimbabwe est en proie à une épidémie de choléra, c'est-à-dire le Zimbabwe est ravagé par une épidémie de choléra. Donc maintenant nous avons les 4 titres, mais le thème principal ici est ce qui se passe en Inde. La journaliste précise qu'une quarantaine de touristes occidentaux seraient toujours retenus en otage. Donc retenir en otage, c'est
C'est une expression fixe, c'est-à-dire qu'on les garde détenus contre leur volonté. Tout à fait. Alors pour avoir plus de détails, elle fait appel aux correspondants de cette chaîne télévisée qui se trouve en ce moment à Mumbai. Alors on peut voir qu'ils ont des petits problèmes de communication. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas rare, encore de nos jours dans les journaux télévisés, quand on a des journalistes qui sont envoyés ou qui se trouvent déjà dans des situations de conflit, de guerre, dans des situations où la communication est difficile, ce qui entraîne parfois des situations un peu risibles, un peu marrantes, puisqu'ils ont des difficultés à établir la communication et donc à se comprendre. Oui, c'est vrai que ça arrive assez souvent. Mais nos deux journalistes réussissent finalement à s'entendre, ils réussissent à pouvoir communiquer, et la présentatrice veut savoir quel est le sort des ressortissants français à Mumbai. En premier lieu, ils veulent savoir quel est le sort des Français qui se trouvent sur place. Quel est le sort des personnes qui ont la même nationalité. Donc ça a l'air assez difficile à établir, puisqu'on a une situation de chaos qui est quasi indescriptible, donc qui est presque impossible à décrire. Exactement. Donc quasi, c'est pour dire presque, et indescriptible, comme vous l'avez sans doute deviné, qui est impossible à décrire. Donc ce qui entraîne évidemment une difficulté pour recueillir des témoignages. Donc pour remédier à cette situation, les forces de sécurité indiennes ont mis tout de suite un dispositif en place. Donc elles ont mis un ensemble de mesures, elles ont mis des moyens en œuvre pour pouvoir remédier à cette situation. Des moyens de défense pour faire face à cette attaque terroriste. Par contre, le journaliste, là, Maxime Dessay, a aussi plus d'informations concernant les personnes qui sont à l'origine de ces attaques, donc les commanditaires, mais aussi des personnes qui ont perpétré ces attaques, les personnes qui ont fait les attaques, qui sont les assaillants. C'est tout à fait ça. Donc assaillant, c'est un mot qui vient du verbe assaillir, qui veut dire attaquer vivement et avec violence. Donc quand on entend le mot assaillant, on pense pas à quelque chose de vraiment très gentil ou de très doux. Non, pas du tout. Loin de là. Mais malheureusement, ça ne dure pas très longtemps et la communication est à nouveau coupée. Et il n'a pas le temps de donner le nom des commanditaires. Voilà, il n'a pas eu le temps de dire par qui ces attaques ont été revendiquées. Donc revendiquer quelque chose, c'est dire de manière publique qu'on est à l'origine de cette attaque et qu'on en est le commanditaire. Et donc le pauvre Maxime Dessay se retrouve seul en Inde puisque la communication a été perdue avec Claire. Et Claire qui a très bien géré la situation d'ailleurs. Les présentateurs télé savent très bien faire ça, elle a très bien géré la situation et elle continue à parler du reste des informations. Et passe au sujet suivant. Tout à fait. Et nous allons passer à nouveau au dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite les titres de l'actualité. Le bilan provisoire de la vague d'attentats qui a secoué la ville de Bombay, poumon économique de l'ouest de l'Inde, se montrait à environ 400 victimes. Nous allons y revenir dans un instant. L'aéroport international de Bangkok est toujours occupé par des manifestants antigouvernementaux. Le parti au pouvoir en Turquie, l'AKP, est menacé de dissolution pour cause d'activités anti-laïques. La Cour constitutionnelle turque devrait se prononcer sur la question sous peu. Et le Zimbabwe est en ce moment en proie à ce qui semble être une épidémie de choléra. Les attaques coordonnées qui ont lieu en Inde, dans la ville de Mumbai, l'ancienne Bombay, ont été lancées par des terroristes lourdement armés dans 7 endroits différents, dont 2 hôtels de luxe et une gare. Elles auraient fait en tout plus de 400 victimes, une centaine de personnes auraient été tuées et 300 blessées. Une quarantaine de touristes occidentaux seraient toujours retenus en otage dans les 2 hôtels de luxe. Pour avoir plus de précisions sur la situation actuelle, nous allons tout de suite rejoindre notre correspondant, Maxime Dessay, qui est en ce moment même à Mumbai. Maxime, est-ce que vous m'entendez ? Maxime ? Oui, Claire, j'ai un peu de mal à vous entendre. Excusez-nous, mesdames et messieurs, la communication ne semble pas bien passer. Nous allons donc retrouver Maxime dans quelques instants. Ah, Claire, je vous entends très bien maintenant. Ah non, la communication semble être rétablie. Oui, Maxime, vous êtes donc en direct de Mumbai. Alors, quelle est la situation actuelle ? Est-ce qu'on connaît le sort des touristes prisonniers et notamment des ressortissants français ? Eh bien Claire, comme vous pouvez l'imaginer, la situation est extrêmement confuse pour le moment. La ville est dans une situation de chaos quasi indescriptible. Il est donc très difficile de recueillir des témoignages. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'un dispositif a immédiatement été mis en place par les forces de sécurité indiennes. La brigade antiterroriste et les commandos d'élite ont été déployés d'urgence pour arrêter les assaillants et libérer les otages. Parmi les victimes, il y aurait une dizaine d'étrangers. Aucun Français n'a pour l'instant été recensé par le ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'on sait qui sont les commanditaires de ces attaques, Maxime ? Oui, les attaques ont été revendiquées hier soir par leur... Claire, vous m'entendez Claire ? Allô, Claire ? Mesdames et messieurs, la communication a été perdue. Nous reprendrons donc contact avec notre correspondant dans quelques instants. Le trafic aérien en direction et au départ de la capitale thaïlandaise Bangkok est actuellement suspendu pour cause de manifestations.
Alors, comme vous le disiez précédemment, et c'est pourquoi nous vous présentons un journal télévisé aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important en France. Tout à fait, une véritable institution et les grandes chaînes de télévision ont tout un journal télévisé. Ouais, Alors les grandes chaînes de télévision, c'est lesquelles? En France, il y en a 6. ouais. 6 chaînes principales. TF1, qui est l'abréviation de Télévision Française 1, mais tout le monde dit TF1. Et il y a aussi France 2, France 3, Canal+, France 5 et M6. Mais celles qui proposent les 2 journaux télévisés les plus regardés sont donc TF1 et France 2. C'est ça. Donc il y a une petite rivalité entre les deux. Mais ce sont les 2 chaînes principales aussi. Et évidemment, elle veut faire le plus d'audience possible. Ouais. Et un truc qui est intéressant à savoir, par contre, c'est les présentateurs télé les plus célèbres, je pense. Oui, parce que comme ces journaux sont très regardés, les présentateurs sont de fait très populaires en France. Exactement. Donc il y a Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, c'est l'abréviation de son nom. Faut dire qu'il a un sacré nom. À rallonge, Patrick Poivre d'Arvor, Voilà, donc pour faire tout court, les Français l'appellent PPDA. qui est une personnalité aimée en France. Voilà, et il y a aussi la très célèbre Claire Chazal, qui tout comme PPDA a présenté le journal de TF1 pendant très longtemps. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le prénom Claire dans le dialogue. Et la photo que vous pouvez voir sur le site internet FrenchPod qui accompagne cette leçon, c'est la photo en fait de Harry Roselmack, qui est le présentateur du journal télévisé de TF1 depuis environ 2 ans, depuis 2006. Oui, donc il a remplacé, oui, PPDA, Patrick Poivre d'Arvor. Voilà, alors moi, juste avant de partir, j'aimerais juste dire que, juste pour que vous sachiez à quel point c'est une institution en France, chez moi, à la maison, on ne loupait jamais le journal de 20h. Quoi qu'il arrive, même si c'est Noël, le Nouvel An, n'importe quelle occasion, mes parents, ils allumaient toujours la télé à 20h. Non, faut regarder le journal, c'est important, faut savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, même quand on était dans une situation très pressée, ou quand on devait se rendre, par exemple, à une fête pour un mariage, ou le jour du Nouvel An, pendant qu'on était en train de se préparer, de se maquiller, tout ça, ils allumaient la télé, ils mettaient le journal de 20h et ils mettaient le son à fond pour qu'on entende dans toute la maison le journal, quoi. Moi, tu veux que je te dise, c'était la même chose chez moi. C'est vrai? Exactement, oui. S'il y avait quelque chose qu'on ne loupait pas à la télé, c'était vraiment le journal de 20h, quotidiennement. Ouais, vraiment tous les jours. Voilà, donc une journée sans le journal télévisé, c'est une journée pas normale. Ouais. En tout cas, on espère que cette leçon vous a plu, même si elle a été un challenge pour certains d'entre vous. Vous découragez pas, il y a le dialogue qui est retranscrit sur le site frenchpod.com. Aussi, il y a tout le vocabulaire qui est repris sur le site internet, qui est écrit. Vous pouvez aussi télécharger le PDF. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, on aimerait vraiment avoir votre avis, ce que vous avez pensé de cette leçon. Donc à très bientôt, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. News headlines. Le titre de l'actualité. Wave of attacks. La vague d'attentats. Anti-secular. Anti-laïque. In the grip of. En proie à. Epidemic. L'épidémie. Terrorist. Le terroriste. To hold hostage. Retenir en otage. Correspondent. Le correspondant. As we speak. En ce moment même. Live. En direct. National. Le ressortissant. Indescribable. Indescriptible. Plan system. Le dispositif. Attacker. L'assaillant. Man behind. Le commanditaire. To claim responsibility for. Revendiquer. Now, a bit faster. National. Le ressortissant. News headlines. Le titre de l'actualité. National. Le ressortissant. Epidemic. L'épidémie. Plan system. Le dispositif. Man behind. Le commanditaire. Terrorist. Le terroriste. Correspondent. Le correspondant. News headlines.
Le titre de l'actualité. Indescribable. Indescriptible. To hold hostage. Retenir en otage. Epidemic. L'épidémie. As we speak. En ce moment même. National. Le ressortissant. Anti-secular. Anti-laïque. Indescribable. Indescriptible. Correspondent. Le correspondant. Live. En direct. Wave of attacks. La vague d'attentats. In the grip of. En proie à. To claim responsibility for. Revendiquer. Terrorist. Le terroriste. Anti-secular. Anti-laïque. Man behind. Le commanditaire. Anti-secular. Anti-laïque. To claim responsibility for. Revendiquer. Anti-secular. Anti-laïque. Plan system. Le dispositif. Terrorist. Le terroriste. Plan system. Le dispositif. As we speak. En ce moment même. Now, use the words in context. Le ressortissant. This Canadian national has been living and studying in France for 3 years. Ce ressortissant canadien vit et étudie en France depuis 3 ans. Le dispositif. A security system has been set up by the security forces in order to avoid any violent outbursts during the demonstration. Un dispositif de sécurité a été mis en place par les forces de l'ordre pour éviter tout débordement lors de cette manifestation. Le commanditaire. The police never managed to catch those who were behind the bomb attacks. La police ne réussit jamais à mettre la main sur les commanditaires de ces attentats à la bombe. Le ressortissant. This Canadian national has been living and studying in France for 3 years. Ce ressortissant canadien vit et étudie en France depuis 3 ans. Le dispositif. A security system has been set up by the security forces in order to avoid any violent outbursts during the demonstration. Un dispositif de sécurité a été mis en place par les forces de l'ordre pour éviter tout débordement lors de cette manifestation. Le commanditaire. The police never managed to catch those who were behind the bomb attacks. La police ne réussit jamais à mettre la main sur les commanditaires de ces attentats à la bombe.